ce sujet, j'ai l'honneur d'avoir avec moi 3 experts ici présents. Stéphane Battistella, directeur développement international de Crystal Finance. Audrey Marigliano, responsable immobilier Pierre Schmeib Cristal. Et Olivia Achard, responsable d'agence de Nice, Aix et Marseille. Alors, aujourd'hui, on parle immobilier, on parle du marché de la colocation meublée qui est en plein développement et on va voilà, vous parler en fait de ce boom et répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le Q&A de ce Zoom ou via la fonction commentaire du Facebook. Alors, merci à tous les 3 d'être ici présents. Et Stéphane, je pense que je vais vous laisser la parole et répondre aux premières questions, et notamment à la présentation de Cristal, qui est l'un des premiers groupes français indépendants en gestion de patrimoine. Merci Stéphane, je vous passe le micro. Merci Julie. Bonjour à tous. Je crois que vous êtes nombreux à vous connecter depuis le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc, je suis Stéphane Battistella, je suis basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, donc en charge de nos activités à l'international. Avant de laisser la parole à nos experts, je souhaitais juste, ça laissera quelques retardataires le temps de nous rejoindre, partager quelques mots avec vous sur notre groupe, sur nos activités. Donc, le groupe Cristal, c'est un groupe qui, depuis un peu moins de 30 ans, est spécialisé, vraiment le leader indépendant, dans le conseil en gestion privée pour des Français, des francophones, des franco-étrangers du monde entier. Je suis moi-même non résident aux Émirats, où j'habite depuis 15 ans. J'ai vécu à Londres 3 ans. Et un peu à l'image d'entre nous tous, eh bien, nous avons l'habitude des Français de l'étranger qui partent de plus en plus tôt pour différentes carrières, de moins en moins d'expatriés, peut-être au sens traditionnel du terme, mais de plus en plus de jeunes actifs. Ou moins jeunes, de gens qui partent en contrat local et de gens qui bougent. Donc, vous pouvez être aujourd'hui à Londres, peut-être aux États-Unis, repasser par la France ou l'Europe, repartir au Moyen-Orient. C'est un peu notre quotidien depuis un peu moins de 30 ans chez Cristal, où on a fait le pari des Français de l'étranger. Alors, vous voyez sur cette carte nos implantations, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, où on avait démarré nos activités, en Asie, même en Polynésie, vous voyez, dans le Pacifique, des implantations de longue date. Nous sommes plus de 3,5 millions de Français à l'étranger, on s'exporte de plus en plus, depuis de ce qu'on pourrait peut-être croire, et que vous soyez à l'étranger, il y aura toujours un conseiller de proximité ou un relais via nos différents sièges. Audrey, qui va prendre la parole dans un instant, est basée à notre siège de Lyon, proche du Grand Hôtel Dieu. Olivier Achard, notre partenaire de chez Colocataire, est basé à Nice. Mais en France, comme vous le voyez, nous avons des agences Cristal, que ce soit dans nos sièges historiques dans le sud de la France, de Montpellier à Nice et d'autres très belles villes, et dans toutes les autres villes. Donc l'idée, c'est de vous accompagner dans la durée, vous, vos familles, puisque nos clients grandissent avec nous, et ont besoin d'un accompagnement de plus en plus complexe sur un grand nombre de sujets. Comme vous le voyez, près de 45 000 clients dans le monde nous font confiance depuis 30 ans. Et on va intervenir pas uniquement sur des sujets de placement, d'investissement, mais aussi sur du conseil juridique, civil, fiscal. Donc, on va déployer tout un ensemble d'outils et de solutions qui sont en fait basés sur votre situation et votre stratégie. Vous voyez ici un certain nombre de nos marques qui s'affichent. En France, nous sommes connus via les experts comptables, des avocats, des notaires, des professionnels du droit et du chiffre, comme on dit dans notre jargon, avec la société Expert et Finance. Cristal Finance, qui est notre marque à l'international, que je représente aujourd'hui. On intervient aussi aux côtés des sportifs de haut niveau, des artistes, des gens qui ont des carrières courtes. Mais au final, les indépendants, les entrepreneurs, les expatriés, les non-résidents, c'est notre quotidien depuis 30 ans. Et nous savons que vous êtes nombreux, surtout dans ces périodes un peu d'incertitude, de questionnement. L'immobilier est un thème majeur. Et donc là, notre marque Pierre by Cristal, que vous voyez en bas à droite, que représente Audrey ce soir, qui est vraiment notre plateforme de sélection immobilière. Donc ça va bien au-delà d'achat immobilier. C'est quel type d'immobilier pour quel type d'usage. Je sais que l'investissement locatif est une thématique qui est porteuse de longue date. Et aujourd'hui, ce qu'on a voulu vraiment aborder avec vous, c'est un sujet un peu plus spécifique sur la colocation que vous devez bien connaître, puisque c'est bien populaire, que ce soit en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons.
Pour terminer sur cette rapide introduction, donc dans cette approche globale, et c'est pour replacer notre sujet sur notre fonctionnement, on va d'abord essayer de vous comprendre, regarder vos spécificités. Pourquoi faire un investissement immobilier locatif? Quelle est la logique? Est-ce que c'est une recherche de revenus, de rendement? Est-ce que c'est en préparation de la retraite? Est-ce que je recherche de la plus-value? Est-ce que j'ai déjà un patrimoine immobilier existant? Suis-je déjà propriétaire de ma résidence principale? Est-ce que je recherche une résidence secondaire? Très souvent, nos clients peuvent peut-être parfois chercher le mouton à 5 pattes, mais ce qu'on sait par expérience en 30 ans, c'est qu'entre 25, 35, 45, 55 ans, nos situations changent, nos situations familiales, professionnelles, les besoins changent, et on aime bien chez Cristal bâtir dans la durée, et en particulier sur l'immobilier, avoir le bon immobilier au bon moment pour le bon sujet. Alors bien sûr, vous pouvez acheter, revendre, mais ce qu'on essaye vraiment, c'est d'intégrer dans notre approche globale que vous voyez apparaître dans ce cercle, un investissement quel qu'il soit financier, qu'il soit sur des sujets de santé, de prévoyance, de retraite. Et l'immobilier aujourd'hui, plus que jamais, est au cœur de vos besoins, des recherches pour résilience, pour les revenus que ça peut apporter. Pour autant, nous regardons et nous appréhendons cette classe d'actifs de manière assez large. C'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de passer la parole à Audrey qui va vous partager un petit peu un panorama macro. Quel est notre sentiment sur le marché de l'immobilier en tant que professionnel, un peu notre appréhension globale. Et avant de laisser Olivia rentrer plus dans le détail de notre sujet d'aujourd'hui, sur de l'investissement immobilier locatif sous une thématique de colocation qui est un petit peu moins connue en France, même si colocataire intervient depuis plus d'une dizaine d'années. Merci et je vous retrouve tout à l'heure pendant nos questions-réponses. Super, merci beaucoup Stéphane. Alors moi, je vais vous parler un peu de macro-immobilier, juste 2 minutes. Donc je m'appelle Audrey et mon métier, c'est de sourcer des investissements immobiliers. Je source des investissements immobiliers partout en France, principalement dans les grandes métropoles. Et on va sourcer des investissements immobiliers dans tout ce que la gestion de patrimoine nous permet de faire. Donc on va parler de nue propriété, de Pinel, de déficit foncier. Voilà, on va aborder tous ces sujets-là et aussi, bien sûr, de meublé, qui va être notre sujet du jour. Quand on parle de macro-immobilier, déjà, on peut dire pourquoi aujourd'hui on s'intéresse au marché immobilier français. C'est un marché qui attire. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand on parle d'immobilier, on est sur des actifs tangibles qui répondent à des besoins primaires, celui d'avoir un toit sur sa tête, et le tout dans un environnement incertain. Ça veut dire que pour parler dans des termes, dans des jargons un peu plus financiers, la volatilité des marchés financiers n'est pas du tout comparable avec la volatilité de marchés immobiliers. Et c'est ça qui peut séduire certaines personnes. Deuxièmement, on est dans une catégorie d'actifs qui est finançable à crédit. C'est suffisamment rare pour être notable quand on fait de la gestion de patrimoine. Et en ce moment, on a des taux d'emprunt qui sont historiquement bas. Et donc, ce qu'on appelle, nous, un spread de taux qui est significatif. Un spread de taux, c'est quoi? C'est que quand vous regardez la base des bases de l'investisseur, qui est l'OAT à 10 ans, qui est ce qui génère les rendements des fonds euros dans nos contrats d'assurance, eh bien, on voit que la différence de taux de rendement entre le marché immobilier et ses produits financiers ou cette OAT reste très significatif. Et c'est pour ça que, par définition, le marché immobilier attire. Moi, ce que j'aime bien rappeler toujours, parce que quand on source des investissements immobiliers, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a plein de marchés immobiliers différents. Et donc, on ne va pas du tout avoir ni les mêmes analyses, ni les mêmes sources d'opportunités en fonction du marché qu'on va regarder. Donc, par exemple, on ne va pas traiter de la même façon le marché résidentiel que le marché tertiaire, donc les marchés de bureaux, par exemple. On ne va pas non plus, vous allez voir là dans le petit point macro, analyser de la même façon le marché du neuf versus le marché de l'ancien. Et bien sûr, c'est la moindre des choses d'avoir une capacité d'analyse différente en fonction du territoire qu'on va regarder en immobilier. On sait que l'emplacement prime avant toute chose. Et donc, on va avoir des curseurs d'analyse différents si on regarde Paris, Île-de-France, la province versus les grandes métropoles. Ça, c'est le petit point de vigilance sur lequel je vous attire quand vous regardez des investissements immobiliers, à bien avoir à l'esprit ça. Et puis, auquel marché immobilier français attire et pourquoi le marché immobilier français pourrait inquiéter. Les questions très régulières qu'on a à ce sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer quand les taux d'intérêt vont remonter? Est-ce qu'il y a un risque que ces taux d'intérêt remontent? Et si oui, est-ce qu'ils pourraient remonter de façon très rapide? Est-ce qu'il y a un risque de surchauffe du marché, un risque de bulle qui pourrait être lié à une atteinte de solvabilité des ménages ou un risque de bulle qui pourrait être lié par exemple à des prix qui plafonneraient dans certaines métropoles? Et bien sûr, quel est l'impact de la crise Covid sur le marché immobilier? Alors, en quelques mots déjà sur les taux d'emprunt. Toutes les banques aujourd'hui, les banques annoncent que dans leur politique, elles vont avoir une politique de stabilité des taux et de contrôle des taux bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans nos analyses, on ne croit pas du tout
à la possibilité d'avoir une remontée des taux pas du tout maîtrisée, qui pourrait avoir un impact du coup quasiment instantané, même si on sait que le marché immobilier, c'est un marché qui met du temps à digérer des impacts comme ça. On ne croit pas à une remontée des taux qui serait très rapide. Donc en fait, on pense que le spread des taux que je vous évoquais tout à l'heure va rester plutôt dans la même tendance sur les prochaines années, au moins sur les 24 prochains mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attractivité du marché immobilier va persister et ce marché, par rapport à d'autres classes d'actifs qu'on peut conseiller en gestion de patrimoine, va rester dynamique et va rester attractive aux yeux des investisseurs. Ça, c'est ce qu'on croit. Autre élément sur lequel je voulais apporter des précisions, c'est par rapport au risque de surchauffe et au risque de bulle. Pourquoi on a ces questionnements-là? C'est parce qu'on a vu beaucoup de communication passer, alors notamment en 2019, et on va voir en 2020 quel a été l'effet de la crise. On a vu faire toutes les communications passer sur le fait qu'on avait franchi le cap du million de transactions sur le marché résidentiel ancien. Je parle bien de marché résidentiel ancien. Donc là, je vous ai mis, juste à titre d'information, c'est des données qui viennent des notaires de France, qui sont produits très régulièrement. Je vous invite à les consulter si vous êtes curieux en cette matière. Et donc, on voit bien qu'on a eu effectivement un vrai cap passé depuis les 3 dernières années, et c'est ce fameux franchissement des barres d'1 million d'euros. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a eu les statistiques qui ont été publiées en mi-avril. Et en fait, en 2020, malgré la crise du Covid, on a dépassé ce cap des millions de transactions à nouveau. C'est-à-dire qu'on était estimé à 1 024 000 transactions sur les 12 mois de l'année 2020, ce qui est remarquable et ce qui du coup ne laisse pas du tout présager, parce que c'était finalement un véritable stress test, cette crise sanitaire. Et donc, ça exprime bien la résilience du marché et la façon dont ce marché reste plébiscité. Quand je vous dis qu'il y a des marchés différents, c'est que je ne vais pas du tout avoir la même analyse sur le marché du neuf. Parce qu'en fait, donc on parle de marché ancien, c'est 1 million de transactions. Le marché du neuf, c'est 100 000 transactions. Et en fait, sur ces 100 000 transactions-là, ce qu'on constate, ce n'est pas que c'est un marché immobilier neuf qui perd en attractivité. Ce n'est pas du tout ça. En fait, ce qu'on constate, c'est un choc d'offres. Un choc d'offres, ça veut dire quoi? C'est des promoteurs qui ont du mal à avoir des accords administratifs et obtenir leur PC. Parce qu'on a eu des élections, il y a eu des délais prolongés parce qu'on a eu des conditions de travail qui étaient différentes, et aussi parce que l'État, via le CDC Habitat, donc c'est la Caisse des dépôts et des consignations, l'année dernière a aussi acheté 40 000 appartements, alors c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, pour continuer de supporter la construction, mais tout ça a pour effet effectivement d'étioler finalement l'offre disponible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait deux choses. Ça veut dire qu'on est toujours dans un schéma de tension immobilière et donc pas dans un schéma de bulle. On répond vraiment à une demande. Et pour autant, on est vigilant en fonction des marchés qu'on regarde. Et donc, du coup, on conclut finalement assez rapidement que notre terrain de jeu d'investisseurs, il est plus important sur le marché résidentiel ancien que sur le marché du neuf. En termes de prix quand même, parce que nécessairement, on a… alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le marché immobilier, c'est un marché qui met du temps à digérer. Ça veut dire que quand on regarde des analyses d'évolution de prix sur un trimestre, moi, je vous invite à être vigilant et à toujours prendre le recul nécessaire sur 12 mois, par exemple, minimum. Pour autant, on a vu quand même un tassement des augmentations, alors pas des baisses de prix, mais vraiment une baisse des augmentations de prix dans les principales métropoles qui a été effectivement constatée sur le dernier trimestre 2020. Pour autant, et c'est pour ça que je voulais vous mettre cette carte à disposition et ces données à disposition, en fait, ce qu'on voit, c'est que partout finalement en France, on reste sur une augmentation des prix qui reste supérieure à 2% en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je constate que mon volume de transactions persiste et je constate que mes prix continuent d'évoluer à la hausse. Alors, de façon peut-être plus modérée que ce qu'on a pu connaître sur les 5 dernières années, mais même dans un schéma de tension comme on a pu le connaître avec le Covid, on reste sur des volumes et sur des prix qui restent sur une bonne dynamique. Et en plus, effectivement, la particularité, c'est que la province, pour les métropoles qui connaissaient déjà de l'essor, se confirme. Effectivement, on a des villes qui continuent d'être très plébiscitées. Donc, en fait, tout ça pour répondre un peu au questionnement du marché immobilier. Et puis, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que voilà, je suis investisseur, je me dis, je vais chercher à avoir un plus grand terrain de jeu possible. Donc, je vais me mettre sur le marché résidentiel ancien. OK. Mais sur le marché résidentiel ancien, ça peut être très bien, mais il y a vraiment toute la matière possible. Nous, ce qu'on a regardé, parce qu'on parle de résilience d'un marché, parce qu'on parle de résister à une crise sanitaire et de passer ce stress test, ben nous, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est qu'on a constaté une très forte résilience des appartements familiaux
Alors, on peut les appeler aussi appartements patrimoniaux. On va parler là d'appartements minimum T4, plutôt T5. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, ces types d'actifs ont continué depuis les 3 dernières années à avoir une évolution particulièrement forte dans la valorisation de ces actifs. Et je voulais vraiment vous donner cet exemple parce que c'est plus difficile d'avoir ces comparaisons en région. Mais par exemple, à Paris, il faut savoir que dans 60% des arrondissements parisiens, les prix au mètre carré de ces appartements familiaux patrimoniaux type T5 sont plus élevés que les prix des studios. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une demande d'acquisition sur ces appartements familiaux patrimoniaux qui reste très forte. Et nous, une fois qu'on constate ça, on se dit que si je veux aller chercher des actifs qui sont résilients, eh bien, je travaille sur le marché de l'ancien, je travaille dans des zones d'attractivité qui ont des zones fortes comme la Provence, qui continue à évoluer dans une dynamique positive. Et en plus, je travaille sur des appartements familiaux. Et là, j'ai coché mes cases, on va dire, de résilience par rapport au marché immobilier. Une fois que j'ai dit tout ça, se pose quand même la question de l'impôt sur les revenus immobiliers, parce que si je me dis, OK, je suis intéressée pour acheter un très grand appartement, ça veut dire que je vais aussi toucher beaucoup de loyers. En tout cas, c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on va vous proposer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va forcément y avoir un impact sur l'impôt de ces investissements. Et c'est là, justement, que la solution du meublé et la solution du colocation nous intéresse, parce qu'on va voir comment, en fait, arriver à se positionner sur des actifs résilients, mais à optimiser aussi les revenus qu'on va percevoir. Et là, je vais passer la parole à Olivia. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous le transmettre. Mais pour nous, voilà, la colocation, c'est vraiment l'occasion de cumuler le dynamisme du marché immobilier ancien, l'attractivité du mécanisme du meublé, et sans la contrainte d'un bail commercial avec un actif qui reste très liquide. Et Olivia, je vais te passer la souris pour que tu puisses contrôler le slide. Et normalement, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, Audrey. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je me présente Olivia Achard. Je suis responsable des agences de la région PACA pour le groupe Colocataire. Et donc, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet de ce que fait Colocataire, alors, hop, j'essaie de reprendre le contrôle sur les slides, excusez-moi, c'est vraiment de proposer aux investisseurs des projets d'investissement clés en main. Donc, où vraiment Colocataire va pouvoir assumer toutes les étapes d'une recherche de biens immobiliers, de travaux, de mise en valeur, d'ameublement, mais aussi de gestion locative pour des clients notamment qui ne sont pas forcément sur place ou en tout cas qui n'ont pas le temps et pas l'envie de s'en occuper. Deuxième point, on est essentiellement dans l'immobilier ancien. Alors, c'est vrai qu'on parlait de marché résidentiel et d'immobilier ancien. Là, c'est vraiment la spécialité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la promotion immobilière, on n'est pas sur de la construction neuve, on est vraiment sur de l'immobilier d'habitation, sur des appartements, dans des immeubles en plein cœur de centre-ville, sur différentes villes de France. Immobilier ancien aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire forcément des travaux de remise aux normes, de remise à neuf, pour obtenir les meilleurs éléments de confort et se rapprocher par contre de ce qu'on fait aujourd'hui dans le neuf, tout en optimisant les espaces. Donc encore une fois, ces travaux, ça va permettre d'optimiser les espaces pour optimiser les rendements. C'est-à-dire qu'on va aller chercher sur cet immobilier résidentiel de grande surface pour les réadapter au mode de vie d'aujourd'hui, à la colocation et surtout créer des rendements supplémentaires pour les investisseurs. C'est ça qu'on va chercher à faire et les adapter donc particulièrement à la colocation. On est sur de la colocation meublée. Donc, qui dit meublé dit le régime de la location meublée professionnelle ou non professionnelle. Donc là, ça va être aussi l'intérêt d'aller sur de l'immobilier avec une fiscalité plus douce que sur de la location nue qui permet, par le jeu des amortissements comptables, de pouvoir avoir un investissement défiscalisé pendant plusieurs années. Et puis, le créneau haut de gamme, on va voir le marché évoluer ces dernières années en France, haut de gamme notamment par les équipements et les aménagements et aussi par le fait qu'aujourd'hui, chez Colocataire, on va proposer toujours une salle de bain privative par chambre. Et ça, l'intérêt, c'était de nous permettre d'aller chercher des colocataires qui ne sont pas seulement les étudiants auxquels on pense forcément, mais aussi, et en France aujourd'hui, c'est devenu le cas, les jeunes actifs. Alors d'ailleurs, vous verrez qu'on s'appelle colocataire avec volontairement une faute d'orthographe, qui est plus un jeu de mots qu'une faute d'orthographe. C'est parce qu'aujourd'hui, en France, alors avec un peu de retard, clairement sur les pays anglo-saxons notamment, mais on est vraiment rentré dans l'ère du co-living, du coworking, du covoiturage. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes
partagent et vivent en communauté, notamment aussi pour répondre à des besoins de confort et puis des besoins financiers, puisque ça permet pour eux aussi d'aller optimiser leurs dépenses. Quelques mots sur Colocataire en chiffres. Donc, Colocataire, c'est une société qui a été créée en 2008. Donc, 2008, ça nous fait déjà quand même plusieurs années de recul, mais le vrai développement de Colocataire et le développement exponentiel, il s'est fait vraiment à partir de 2017, puisque toute cette ère de la colocation, du co-living, du coworking, ça s'est vraiment développé, encore une fois, assez tardivement et vraiment sur ces dernières années. Donc, l'aventure, elle a commencé à l'époque avec 3 associés. Aujourd'hui, on est plus de 105 collaborateurs et 24 agences, sachant qu'on a déjà des agences qui sont en cours d'ouverture et je pense qu'on sera d'ici la fin du mois à 27 agences déjà. Un prévisionnel aussi de 150 collaborateurs sur toute la France avec différentes fonctions support et opérationnelles. Et alors les chiffres vont vite, là sur la slide on voit 1640, mais aujourd'hui on a dépassé les 1800 chambres en gestion. Donc, encore une fois, tout ça, toute cette expérience, ça nous a permis aussi de peaufiner le modèle à tous les niveaux, pour les investisseurs, pour le suivi des travaux et aussi pour les colocataires, pour obtenir vraiment le produit idéal qui soit du win-win à la fois pour les investisseurs et à la fois pour les colocataires. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. Quelques chiffres. Alors là, c'est les chiffres de février 2021. Donc, c'était 29 projets. Ça représente 106 chambres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'enveloppe moyenne d'investissement. Donc, en l'occurrence, là, on est sur une enveloppe de 335 000 euros, à peu près 334 000 euros, excusez-moi. C'est le budget moyen chez Colocataire. Alors, vous vous doutez qu'en fonction des villes dans lesquelles on choisit d'investir, puisqu'on disait qu'on est présent dans 25 villes de France, effectivement, on ne va pas avoir la même enveloppe d'investissement si on investit dans le centre-ville de Lyon ou de Paris que si on investit à Amiens ou à Rouen, bien évidemment. Donc ça va dépendre du profil investisseur, des zones géographiques sur lesquelles ils souhaitent investir et puis du budget qu'ils ont disponible. Même chose pour les rentabilités. Donc, vous voyez qu'on a des rentabilités qui s'étalent de 4 à 5%. Ça aussi, ça va dépendre de la ville, puisqu'il y a des villes aujourd'hui qui ont d'elles-mêmes des rentabilités plus ou moins importantes. C'est lié au prix de l'immobilier, c'est lié à la stabilité des marchés, c'est lié à la maturité des marchés immobiliers et des marchés locatifs. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du type d'investissement qu'on va développer et notamment du type de ville. Et puis aussi de se dire, est-ce que je veux privilégier plutôt du centre-ville dans de l'immobilier bourgeois ou est-ce que je veux plutôt privilégier les quartiers de jeunes branchés, les quartiers de fac sur des immeubles plutôt années 60, années 70. Et ça aussi, ça va déterminer l'enveloppe d'investissement et la rentabilité des projets. Donc ça, c'est des projets qu'on va monter sur mesure. On va en revenir sur les slides d'après, avec chaque investisseur en fonction des profils et des volontés de chacun. Donc les agences, vous les voyez, on sillonne à peu près bien la France, avec des ouvertures qui sont encore en cours, comme des villes comme notamment Toulon, qu'on est en train d'ouvrir, et avec une projection de développement de 10 nouvelles agences d'ici la fin de l'année, parce que, encore une fois, c'est une demande, la colocation, qui est apparue évidemment dans les plus grandes villes en premier, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, que ce soit Nantes, mais finalement aussi dans des villes intermédiaires auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé, mais des villes effectivement comme Reims, comme Dijon, comme Rouen, comme Angers, et des villes où aujourd'hui on a une très forte demande pour ce genre d'actifs, à la fois des investisseurs et à la fois des colocataires. Alors justement, pour faire un petit point sur le marché de l'immobilier ancien et de la colocation. Alors, c'est vrai, on l'a vu avec Audrey un peu plus tôt, nous, on va se positionner plutôt sur des appartements de surface moyenne à grande, puisque un projet de colocation, par définition, c'est minimum de chambres. Minimum de chambres, donc ça va être minimum 50 mètres carrés. Et le gros des colocations, il est sur du 3, 4, 5 chambres. Et on a même aujourd'hui des appartements de plus de 200 mètres carrés qu'on a transformés, enfin surtout des maisons, qu'on a transformées en colocation de 10, 11, 12 chambres. Donc encore une fois sur ces marchés-là, pourquoi on a développé cette colocation et notamment sur le créneau haut de gamme? C'est parce que vraiment le profil des colocataires a changé en France.
Au début, on avait essentiellement des étudiants et de plus en plus, aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes actifs. Alors, effectivement, pour vous qui êtes à Londres ou qui êtes aux États-Unis, la colocation, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Moi, j'ai fait mes études à San Francisco il y a déjà un petit moment maintenant. La question ne se posait pas de vivre en colocation là-bas, alors qu'en France, c'était pas du tout le cas. En France, on vivait pas du tout en colocation et aux États-Unis, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, vraiment, en France, on arrive sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on a encore, nous, des jeunes actifs. Alors là, vous le voyez sur les slides, la moyenne d'âge, c'est 27 ans, mais j'ai encore eu une demande la semaine dernière de jeunes actifs qui avaient la trentaine passée, plus proche des 40 ans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans les grandes villes françaises, on a de plus en plus de tensions locatives et de tensions foncières. Alors, on a aussi, par rapport au Airbnb qui s'est beaucoup développé, et c'est vrai que ça a aidé à créer cette tension locative, puisque des investisseurs ont fait ce choix de la location saisonnière, et ça veut dire des logements en moins pour la résidence principale et pour les jeunes qui veulent se loger à l'année. Et donc, du coup, pour lutter contre ça, on a cette demande de colocation qui est de plus en plus présente. Donc, déjà, parce que ça répond à une demande financière. Aujourd'hui, en France, louer une chambre en colocation, c'est en moyenne 21% moins cher qu'un studio. Et puis surtout, c'est 21% moins cher qu'un studio, mais au lieu d'avoir un petit studio de 17 ou de 20 mètres carrés, là, ces étudiants ou ces jeunes actifs vont pouvoir avoir chacun leur chambre privative avec salle de bain privée et un espace de vie commun avec toujours un espace salon, un espace salle à manger et une cuisine complètement équipée. Donc finalement, ils ont des prestations supérieures en payant moins cher. Et ça, effectivement, c'est la première raison. L'autre raison aussi, c'est que maintenant, les jeunes n'hésitent pas à changer de région, à se déraciner pour trouver du boulot. Et du coup, c'est vrai que quand ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ils sont contents de vivre en colocation parce que ça leur permet déjà de connaître des gens, ce sera leur colocataire, et puis de découvrir plus ou moins la ville ensemble puisqu'ils ne sont pas forcément non plus tous de la ville. Donc, c'est aussi aujourd'hui un lien social qui est important. Et alors, je suis sûre qu'on aura la question, et c'est pour ça que je l'anticipe, la question du confinement. Alors, vous vous en doutez, vous l'aviez vu sur la slide précédente, même si on a développé ces jeunes actifs, on a encore 55% d'étudiants. Donc, oui, bien évidemment, avec le confinement, on a été touchés puisque toutes les facs et les écoles en France sont fermées. Donc, les étudiants sont rentrés chez les parents. Donc, bien évidemment, ça nous a aussi impactés, mais de façon quand même limitée. C'est-à-dire que déjà, les jeunes actifs, on les a gardés. Et puis, finalement, les jeunes, ils avaient besoin de ce lien social et pour certains, sont restés finalement dans leur coloc. Ce qui nous a permis aussi, finalement, de ne pas souffrir tellement de ce confinement et de cette crise du Covid, qui, on l'espère, sera derrière nous à la rentrée prochaine, en tout cas pour les étudiants. On le souhaite. Alors, pour rentrer très clairement dans l'offre colocataire et la façon dont se déroule un projet. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a 3 étapes principales. Donc, vous le voyez, la première étape, ça va être le dimensionnement. Le dimensionnement, c'est-à-dire définir le cahier des charges. Grosso modo, dans quelle zone géographique je souhaite investir et quel budget j'ai de disponible ou quel effort d'épargne chaque mois j'ai de disponible pour investir. Ça, c'est la première étape. À partir de ce cahier des charges, nous, on va pouvoir aller sourcer un appartement qui va correspondre à cette demande. Donc, effectivement, si vous nous dites on veut investir 350 000 € en colocation à Nice, grosso modo, 350 000 € à Nice, ça veut dire une colocation de 3 chambres d'environ 60-65 mètres carrés. Et donc, nous, on sait exactement quoi aller chercher. Alors, on va le détailler un peu plus que ça, bien évidemment, définir le profil. Est-ce qu'on va miser plutôt sur de la rentabilité ou plutôt sur du bel immeuble extrêmement bien placé dans des quartiers cotés? Ça va vraiment être encore une fois des points à définir et qui vont nous permettre donc de passer à cette étape 2 de sourcing et d'aller chercher le bien qui correspond exactement à la demande. Une fois que ce bien est trouvé, donc là, on va avoir des étapes classique d'achat d'un bien immobilier dans l'ancien, c'est-à-dire on va faire une offre d'achat à l'agent immobilier, au notaire ou au marchand de biens qui a le mandat de vente, puisqu'encore une fois, colocataire ne vend rien. On n'est pas propriétaire des appartements, on est
on aide au sourcing, on accompagne les investisseurs sur le sourcing d'un projet en colocation. Donc, l'offre, elle se fait directement et de façon très transparente auprès des acteurs du marché, encore une fois, agents immobiliers, notaires, marchands de biens ou même particuliers. Et là, on va pouvoir négocier, éventuellement tenter une offre. Donc, nous, nos chasseurs en local sont là aussi pour conseiller par rapport au prix du marché, par rapport à l'évolution du marché, quelle offre on peut faire, est-ce qu'on peut tenter une offre à moins 10 000, à moins 20 000. Et ça, en tout cas, c'est important. Important de préciser qu'on est sur des équipes locales, donc les 25 villes de France où on est présent et sur lesquelles on peut vous proposer des projets, c'est les villes sur lesquelles on est implanté physiquement et sur lesquelles on a des équipes locales et dédiées. Et ces équipes locales et dédiées, elles vont nous permettre notamment d'assumer les travaux, puisque, encore une fois, nous, on ne vend rien aux investisseurs, on travaille en maîtrise d'ouvrage délégué. C'est ça le contrat finalement qui va unir le colocataire et les investisseurs, c'est ce contrat de maîtrise d'ouvrage délégué qui vont nous donner le pouvoir pour gérer tous les travaux pour eux. Donc, sélection des entreprises, en local bien évidemment, suivi des chantiers, choix des matériaux. On va sous-traiter également des ingénieurs travaux, on va sous-traiter des huissiers, des décoratrices d'intérieur qui vont s'occuper de l'ameublement et de la décoration des appartements. Ensuite, on va faire la livraison. Alors, la livraison, quand les investisseurs peuvent venir, c'est toujours plus intéressant, mais effectivement, pour ceux qui sont loin et qui ne peuvent pas, on va les accompagner aussi là-dessus pour lever toutes les réserves auprès des entreprises, s'assurer que tout est bien fait, qu'il n'y ait pas un joint de douche qui fuit, qu'il n'y ait pas une plainte qui soit mal posée ou mal peinte. Et on va enfin livrer l'appartement. Et quatrième étape, ça va être la gestion locative. Donc, la gestion locative, encore une fois, elle est intégrée chez Colocataire, c'est-à-dire que dans nos équipes, dans nos agences en local, on a des gestionnaires locatifs salariés colocataires qui vont gérer toutes les colocs. Donc là, ça veut dire mise en annonce des appartements, ça veut dire étude des dossiers de colocation, ça veut dire état des lieux, rédaction des baux, et puis gestion courante, et notamment la maintenance. Puisque vous vous doutez bien que l'idée, ce n'était pas de se dire, bon, bah, quand il y a une télé qui tombe en panne ou un verre de vin renversé sur un canapé, alors typiquement, c'est l'accident qui arrive le plus souvent, le verre de vin rouge renversé sur le canapé, mais on ne va pas vous demander de vous en occuper. Et là encore, c'est colocataire qui gère, parce que c'est déjà nous qui avons suivi les travaux, c'est déjà nous qui avons acheté le mobilier et qui avons sous-traité tout ça. Et ça vous permet, encore une fois, même si vous êtes à Londres, même si vous êtes à San Francisco, même si vous êtes à Dubaï, de pouvoir investir en France avec à la fois l'accompagnement de Cristal et à la fois l'accompagnement de colocataires qui s'occupent de chaque étape de A à Z. Et c'est encore une fois pour ça qu'on parle de projet clé en main. Alors ensuite, ticket d'entrée, on l'a vu, donc 190 000 €, encore une fois, ça dépend des villes. Et les rentabilités, pareil, ça dépend des villes sur lesquelles on souhaite investir. Donc ça, petit récap du process de vente. Donc, quand on fait une offre sur un appartement qui est accepté, on va signer un compromis de vente ou une promesse de vente. En parallèle, vous allez signer des documents contractuels avec colocataire, les devis travaux détaillés, le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué et les attestations de TVA pour obtenir des taux de TVA à 10% sur la rénovation plutôt qu'à 20%. Ensuite, il va y avoir la partie obtention du financement. Une fois les offres éditées, on va pouvoir définir une date d'acte authentique. Et une fois que l'acte est signé, à ce moment-là, on va pouvoir commencer les travaux. Puisque bien évidemment, on ne peut pas commencer les travaux tant qu'on n'est pas propriétaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les étapes d'un projet colocataire. Et pour rentrer un peu dans les détails chiffrés, j'ai pris l'exemple ici d'un investissement sur Nice. Donc là, en l'occurrence, c'est un appartement qui est dans le centre de Nice, à côté de nos bureaux. C'est un appartement qui fait 86 mètres carrés, qu'on a réoptimisé, réaménagé en 4 chambres, puisqu'à la base, c'était un 3 chambres, on le verra sur le plan. Des loyers qu'on a fixés à 500 € par chambre hors charge. Et on a pris l'exemple, vous le voyez, d'un prêt à 1,6% TEG sur 20 ans pour cet investissement. Donc là, vous avez tout le détail. Et c'est vrai que quand on parle de fourchette d'investissement, on parle vraiment d'un montant tout compris. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, là, on a le prix affiché en agence de 220 000 €. On a les frais de notaire,
On a les frais de mobilier pour meubler, décorer entièrement les appartements, qui incluent aussi les honoraires de la décoratrice d'intérieur, par contre, qui sont des freelances qu'on sous-traite pour la plupart. Le devis travaux, donc le devis travaux de rénovation, de remise aux normes, de réagencement et de tout ce qui est matériaux, cuisine équipée, électroménager. Les frais d'ingénierie, donc ça, ce sont les frais de colocataire pour vous accompagner sur un projet clé en main, ce qui vous donne un budget global, là en l'occurrence de 389 000 €. Ensuite, sur la deuxième partie, vous voyez apparaître les échéances de crédit. Donc encore une fois, vous avez les échéances de crédit à gauche à 1,6 TEG sur 20 ans sans apport, et à droite, vous voyez, on a un apport de 15%. Donc les mensualités changent. Les loyers bruts, eux, ils ne changent pas. On a bien 4 chambres à 500 € hors charge, 2 000 €. De ces loyers bruts, on va enlever nos frais de gestion, donc qui sont de 10% des loyers TTC. On va aussi enlever la taxe foncière, puisque la taxe foncière reste toujours à la charge des investisseurs. Hein. C'est la taxe d'habitation qui peut être à la charge des locataires, mais quand elle est encore d'actualité, ce qui n'est plus le cas en France depuis, vous le savez, depuis l'année dernière. Et puis, les charges de copropriété qui ne sont non récupérables sur le locataire. Encore une fois, quand vous avez les relevés de charges d'un appartement, il y a une partie aujourd'hui, c'est défini par la loi Allure, les charges que vous pouvez reporter et ajouter au loyer de vos locataires et les charges qui restent à votre charge, à la charge du propriétaire. Ça, maintenant, c'est défini. On les a dans le relevé de charges des appartements envoyés par les syndics tous les trimestres. Donc, il n'y a plus de sujet. Et une fois ces charges déduites, ça va nous donner un loyer net. Du coup, ça va nous permettre de nous donner un effort d'épargne ou un solde. En l'occurrence là, donc 280 € par mois pour un appartement de 390 000 € financé à crédit sans apport, et une rentabilité locative nette, donc nette de frais de notaire, de frais de mobilier, de travaux, de frais d'ingénierie, de frais de gestion, de taxes et charges, et aussi d'impôts, puisque vous l'avez compris, avec le régime LMNP, le régime de la location meublée non professionnelle ou professionnelle d'ailleurs, et le système des amortissements comptables, ça va nous permettre pendant une quinzaine d'années, voire même une vingtaine d'années quand on est à crédit, de ne pas payer d'impôts sur les loyers perçus. Donc, c'est vraiment une rentabilité locative nette. Alors, vous allez me dire, pas complètement nette, parce qu'effectivement, je n'ai pas inclus l'assurance habitation, mais ce n'est pas une charge qui est très importante, mais effectivement qui peut varier selon les profils et selon le lieu de résidence. Voilà pour un exemple chiffré, et pour vous montrer un peu comment on arrive à réoptimiser ces appartements. Donc là, vous voyez l'exemple de cet appartement avant, donc où on avait un grand vestibule d'entrée et un couloir qui faisait quasiment 11 mètres carrés. Une cuisine qui finalement était grande pour une cuisine, mais pas assez grande pour qu'elle soit dînatoire. Des chambres assez spacieuses, puisqu'on est sur quasiment du 14 mètres carrés et 13 mètres carrés. Et par contre, un tout petit salon, toute petite pièce de vie de 18 mètres carrés. Donc là, encore une fois, l'objectif de colocataire, ça va être vraiment de réoptimiser ces espaces et notamment de réoptimiser les revenus et les rendements touchés. Donc là, vous voyez qu'on a pu donc, réduire ce vestibule d'entrée. On a transformé la cuisine en 4e chambre. Donc, c'est ça qui nous a permis de passer des 800 € de loyer, qui était ce qu'était loué l'appartement avant, à 2 000 € avec colocataire. Excusez-moi, pas 800 € de loyer, 1 200 € de loyer. Et donc, de passer de 2 000 € à colocataire. Donc, on a transformé la cuisine. On a réoptimisé les chambres, puisqu'aujourd'hui, on est sur des chambres qui font entre 10 et 12 mètres carrés, plutôt que des chambres qui faisaient quasiment 14 mètres carrés, au profit d'une pièce de vie plus grande. On se retrouve avec un salon de 21 mètres carrés, dans lequel on a intégré une cuisine ouverte, un espace dînatoire et un espace salon. Donc, c'est comme ça, tout simplement, qu'on va réussir à optimiser les espaces. Et là, vous avez un exemple d'un appartement finalement qu'un de nos investisseurs vient d'acquérir sur la phase démolition. Et ça, c'est important à comprendre. Quand on reprend un appartement, on le met complètement à nu. C'est-à-dire qu'on ne garde finalement que ce qui est porteur, piliers, poutres, murs.
mur-mètre qu'on ne peut pas toucher, hein, bien évidemment. Et on va redistribuer intégralement l'appartement, réaménager, réisoler phoniquement, thermiquement quand c'est nécessaire, refaire l'électricité, refaire la plomberie et tout refaire à neuf. Donc là, vous voyez la deuxième phase, quand on a remonté toutes ces cloisons par rapport au plan qu'on va avoir dessiné pour de la colocation. Et ensuite, on livrera un appartement complètement terminé, meublé, décoré et complètement équipé. Et d'ailleurs, vous le voyez, finalement, c'est un petit produit qui va ressembler à ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui de la location saisonnière et du marché Airbnb. C'est vraiment du clé en main. C'est tout prêt, mais c'est clé en main pour l'investisseur, mais aussi pour le locataire. Parce que là, le locataire, il arrive, c'est tout équipé, machine à laver séchante, voire machine à laver plus sèche-linge, four, micro-ondes, télé, écran plat dans toutes les pièces, dans les chambres, dans l'espace salon, tout l'équipement qu'il faut, dans les pièces de vie et dans les chambres, et leur petite salle de bain privative, encore une fois. Donc, pour conclure, les avantages d'un investissement en colocation, ils sont divers. Ça va être dans un premier temps la fiscalité, grâce aux amortissements comptables. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, on pourra en revenir, rentrer un petit peu plus dans le détail prochainement. Mais grâce à ce régime réel de l'amortissement et du régime LMNP, on va avoir aussi une dilution du risque locatif, puisque finalement, vous n'avez pas un appartement avec un locataire, mais vous avez un appartement avec plusieurs chambres et donc plusieurs locataires qui, même s'ils ne sont pas solidaires des loyers, le sont en tout cas des charges et des dégradations. Et puis c'est surtout que si vous avez une vacance sur une chambre pendant 15 jours, vous avez une vacance sur une chambre. On n'aura jamais une vacance sur les 5 chambres en même temps. Et finalement, ça permet, comme sur un investissement en SCPI par exemple, de diluer les risques. Souplesse des projets, puisque finalement, vous avez aujourd'hui 25 et bientôt 26 villes en France où vous pouvez investir avec colocataires en nous donnant le budget pour qu'on puisse vous trouver le projet approprié. C'est clé en main. Encore une fois, on l'a vu, on s'occupe de toutes les étapes de A à Z. On ne vous délègue rien, on ne vous demande de rien faire, on s'occupe de tout. Et puis, surtout, on est sur un marché qui est dynamique, on est sur un marché qui se développe de 30 à 40% par an, parce que des jeunes qui veulent vivre en coloc, aujourd'hui, il y en a vraiment de plus en plus en France. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un investissement qui est très intéressant pour ceux qui veulent faire de l'immobilier. Je vous remercie. Pour ma part, j'ai fini ma partie. Et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Julie, je vous repasse la main. Oui, merci Olivia pour cette présentation. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes en direct et vous pouvez poser vos questions via la fonction Q&A de Zoom ou en commentaire sur Facebook Live ou YouTube Live. Alors effectivement, on va passer à la partie questions. Donc pour rappel, on parle de la colocation meublée, on parle de ce boom qui fait fureur depuis plusieurs années et on a déjà quelques questions. Notamment plusieurs concernant les travaux. Pierre demande quelle est la durée moyenne des travaux. Également aussi, quel est le taux de remplissage moyen et la durée de location moyenne. Alors, très bien, très bonne question. Effectivement, c'est des questions qu'on a très souvent. Alors, vous vous en doutez, la durée des travaux, elle dépend un peu du nombre de chambres. Puisqu'effectivement, si j'ai deux chambres de 50 mètres carrés ou si j'ai une maison de maître de 12 chambres avec 270 mètres carrés, effectivement, on ne va pas mettre le même temps. Mais sur un projet standard entre 3 et 5 chambres, il va falloir compter 4 à 6 mois de travaux de travaux, mais de livraison, ménage de fin de chantier, décoration, ameublement et compagnie. Vraiment pour pouvoir livrer le bien. Mais encore une fois, ça va dépendre du nombre de chambres et de la surface de l'appartement. Pour ce qui est du taux d'occupation moyen France entière sur aujourd'hui les 1800 chambres qu'on a en gestion, on était avant le confinement à 90%. C'est vrai qu'avec le confinement, ces chiffres ont un peu baissé puisqu'évidemment, on a perdu les étudiants. Mais voilà, sinon, d'une manière générale, hors Covid et confinement, on est sur un taux de 90% d'occupation et une durée moyenne de bail de 18 mois.
18 mois pour la durée moyenne du bail, d'accord. Tout à Donc fait. justement, on nous pose aussi, cette question-là, donc vous y avez déjà répondu, merci, merci Olivia. Alors une question aussi, qui est posée, sur un autre canal de communication sur Facebook notamment. On nous demande l'atout de l'investissement, en colocation meublée par rapport à un meublé classique. Alors vous nous l'avez expliqué, hein, pendant ce webinaire, mais pour rappel, il y a des personnes qui nous rejoignent, en cours de route, donc si c'est possible de nous rappeler, les grandes lignes? Effectivement. Donc déjà, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on va travailler, nous, sur des plus ou moins grandes surfaces. Et l'idée, ça va être de partir d'appartements qui sont dans leur jus, qui sont à rénover, qu'on va pouvoir acquérir à des prix intéressants, à des prix inférieurs au marché. Et l'idée, ça va être de les réoptimiser complètement grâce à nos travaux. Donc déjà, l'intérêt du montage, il n'est pas seulement dans la colocation, mais il est aussi dans la partie travaux, le fait de réoptimiser ces espaces. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on l'a vu avec l'exemple des plans avant-après sur Nice. On avait un appartement qui a été construit dans les années 70 avec des modes de vie qui étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est de l'optimiser à de la colocation. Donc, en l'optimisant à de la colocation, tout simplement, ce même appartement, il était loué 1 200 €. Alors, bon, après, il était un petit peu dans son jus, hein, de toute façon, il méritait d'être rénové, mais il louait 1 200 €. Et là, en réoptimisant les espaces et en le louant en colocation, on arrive à booster les revenus à 2 000 € par mois. Alors, 2 000 € brut, hein. On l'a vu encore une fois sur la simulation, on peut déduire toutes les charges. Mais l'intérêt, il est là. Il est là et encore une fois, ça passe par cet aménagement sur mesure. Et puis, c'est aussi, on l'a vu sur la dernière slide, la dilution du risque, parce qu'on n'a pas un studio avec un locataire, mais on a un appartement avec 5 locataires. Donc, même si on a une vacance sur une chambre, ça fait moins mal, entre guillemets, que si on a une vacance sur une seule chambre parce qu'on est sur un studio. Un point aussi, Julie, qui pourrait intéresser les auditeurs, c'est que voilà, c'est des travaux conséquents et le fait d'un financement à crédit, bien sûr, permet d'optimiser le montage, pas uniquement sur la fiscalité. On peut également travailler un éventuel report avant de rembourser, mais bien évidemment, c'est un investissement dans la durée. Donc le crédit, il ne faut pas bien sûr le voir sous son angle de taux très attractif, comme l'a dit Audrey, mais aussi dans l'optimisation du montage. Bien sûr, ça va dépendre de chaque profil. Peut-être aussi, Olivia, souvent nos clients nous disent, mais est-ce que ce n'est pas des travaux trop beaux, trop exagérés, même si ce sont des travaux très conséquents, est-ce que c'est nécessaire de faire autant pour de la colocation? Je ne sais pas si c'est une question que tu retrouves. Alors, effectivement, et ça c'est important. L'idée, c'est de réoptimiser les surfaces et les espaces pour de la colocation, mais ce n'est pas d'aller acheter un appartement qui a été refait à neuf il y a 2 ans et finalement qu'on va acheter sur le prix haut du marché. Ça n'aurait pas de sens, effectivement, de faire des gros travaux. L'idée, par le biais de notre réseau, des agents IMO, des notaires, des marchands de biens avec qui on travaille, c'est d'aller acheter des appartements qui, de toute façon, sont à rénover. C'est-à-dire, ces appartements, on les touche en dessous du prix du marché. Si vous voyez, donc 86 mètres carrés à Nice, ça ne vaut pas 220 000 € quand c'est en bon état refait à neuf, hein, très, très clairement. L'appartement est à ce prix-là parce qu'il est complètement dans son jus et qu'il a besoin d'être rénové. Donc, l'intérêt, il est là, d'aller se positionner sur ces biens. Et du coup, oui, finalement, ce n'est pas de créer une coloc et de créer des salles de bain en plus qui coûtent cher. Finalement, c'est juste de rénover, de remettre aux normes, de refaire la plomberie et l'électricité. Donc, voilà. C'est des travaux qui auraient été nécessaires vu l'état des appartements de toute façon. Alors, en parlant de travaux, on a aussi pas mal de questions au sujet de la dégradation de l'appartement. Voilà, en cas de casse ou de sinistre. Est-ce que colocataire s'occupe des travaux et de la maintenance? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment ça se passe dans ces cas-là? Dans la gestion courante, donc la gestion du bien, on a un service maintenant. Donc, c'est bien évidemment les équipes de colocataires. S'il y a une télé cassée, une télé à changer ou encore une fois un canapé à changer, c'est bien les équipes de colocataires qui vont sur place, qui vont déjà voir quel est le locataire qui a potentiellement cassé la télé ou potentiellement taché le canapé. Et donc, soit la personne se dénonce et c'est lui qu'on va facturer, soit si la personne ne se dénonce pas, ce qui peut arriver, eh ben, ils vont être solidaires de la dégradation, donc on va leur facturer également à tous les occupants de la coloc. Et encore une fois, c'est bien colocataire, effectivement, s'il y a une télé à changer, à décrocher du mur, c'est bien nous qui nous en occupons. Après avoir validé avec le propriétaire en lui disant, voilà, ils ont cassé une télé, il faut à changer, on va s'en occuper. Mais en général, quand ce n'est pas à la charge de l'investisseur, il n'y a pas trop de problème. Et puis, par contre, il peut y avoir de l'usure normale. Par exemple, on sait que dans un appartement qui est loué,
tous les 4-5 ans, il faut remettre un coup de peinture. Donc ça, c'est une usure normale. Ça, également, c'est colocataires qui s'en occupent. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est que tous les travaux réalisés, notamment les travaux de gros œuvres par nos entreprises travaux, sont en garantie décennale. Donc, il y a aussi cette garantie-là qui court. Mais bien évidemment, il y a un service de maintenance pour tous ces travaux, toutes ces choses qui peuvent être à faire dans la vie d'un appartement. Et pour ce qui est des dégradations, c'est vrai que les gens souvent ont peur de la colocation parce qu'on a tendance aussi à un peu avoir en tête l'image de l'auberge espagnole. Aujourd'hui, on est loin de ce modèle-là. On est vraiment sur des colocations haut de gamme. On est plutôt sur des jeunes actifs. On a nous-mêmes, chez Colocataires, nos règlements intérieurs qui sont lus et signés par tous les colocataires à l'entrée. Ils savent par exemple que si les appartements sont trop sales, nous quand on vient faire des états des lieux, quand il y a des changements de colocataires, on s'en aperçoit vite. Ils savent qu'on peut leur facturer par exemple une prestation de ménage si vraiment on leur a dit plusieurs fois de faire le ménage et que ce n'était pas fait. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont intégrées. J'ai envie de dire, on a aussi un petit peu les colocataires qu'on mérite par rapport aux prestations et au niveau de gamme. C'est bête à dire, mais c'est assez vrai. Et puis, le fait que ça soit complètement meublé, équipé, aménagé, on évite aussi toutes les dégradations qui sont liées à des mouvements de meubles. Ah, j'enlève le cadre, je remets un cadre au mur, je refais tout ça, puisque là, c'est décoré, meublé, équipé par des décoratrices d'intérieur. Donc, c'est des produits sur lesquels, finalement, on a à la limite moins de dégradation que sur un studio loué un peu de briquet de broc, enfin, moitié meublé, où les locataires ramènent des trucs, refixent une télé au mur, remettent une cuisine, et voilà. Finalement, c'est important. Je vois qu'il y a de nombreuses autres questions. Peut-être je réponds à une ou deux tout en vous laissant regarder les autres parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des questions sur la résidence fiscale, tout ce qui est impôts, amortisation différente. Donc, bien sûr, ça va dépendre de votre résidence fiscale. Donc, ça, on va l'appréhender en amont, selon que vous soyez résident aux États-Unis. Est-ce qu'il peut y avoir un sujet éventuel d'être considéré comme des valeurs mobilières et non pas de l'immobilier. Donc ça, on le regarde et c'est un peu du cas par cas, ou en tout cas du pays par pays, la connaissance des connaissances fiscales. Donc ça, bien sûr, on va le regarder. Je vois aussi une question sur la remise en configuration classique ou si on veut occuper le bien soi-même. Je laisserai peut-être compléter Olivia. Je sais que parfois des clients nous disent, mais est-ce que je peux gérer moi-même le bien? Ou le jour où je reviens en France, est-ce que je peux le gérer moi-même? Ou est-ce que je peux même l'occuper comme nous le demande cette personne? Donc là, je te laisse répondre, peut-être Olivia. Tout à fait. Alors, l'avantage aussi de la colocation meublée avec du bail d'habitation, puisqu'encore une fois, on n'est pas exploitant, mais on est bien gestionnaire, et on n'est pas sur un bail commercial, mais on est bien sur un bail d'habitation classique. Ce sont des baux de 1 an. Donc déjà, des baux très flexibles, puisque tous les ans, à l'anniversaire du bail, on peut donner congé aux locataires pour occupation personnelle ou pour revente. Donc ça, c'est important. C'est super flexible. Pareil, il n'y a pas d'engagement avec colocataire. Les clients peuvent arrêter quand ils veulent. Et puis, pour la remise en état, effectivement, là, c'est configuré d'une certaine façon avec notamment une salle de bain par chambre. Alors, il se peut que, par exemple, on vous a créé une colocation de 3 chambres avec 3 salles de bain, et puis finalement, vous n'avez pas besoin de 3 salles de bain, mais que de 2. Enlever une salle de bain, ce n'est pas vraiment des travaux colossaux, ce n'est pas des travaux très importants, ça se fait très facilement. Et puis pour certains, notamment on en a eu des clients étrangers qui cherchent plutôt un pied-à-terre pour plus tard ou des choses comme ça, finalement des fois ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est réadaptable dans tous les cas. Le propriétaire pouvant gérer lui-même le bien comme il l'entend. S'il veut garder une chambre pour un de ses enfants ou pour lui, il en a la possibilité. Donc, encore une fois, il y a une très grande souplesse. Je crois que tu y as répondu aussi. Il y a peut-être des questions sur la durée moyenne d'occupation. Donc, ce sont des baux d'1 an. Mais est-ce qu'en moyenne, les locataires restent davantage? Est-ce que tu as des chiffres avant que tu l'aies dit tout à l'heure? 18 mois, on l'a dit tout à l'heure. 18 mois, pardon. Taux d'occupation moyen. Alors après, c'est pareil, ça dépend de chacun et des cas personnels. J'ai souvent la question des investisseurs qui me disent, mais est-ce que c'est mieux de louer à des jeunes actifs ou est-ce que c'est mieux de louer à des étudiants qui restent le plus longtemps? Et en fait, il n'y a pas de vérité. Des fois, on va avoir des étudiants qui sont en école de commerce et dans des villes super tendues et ils ont tellement peur de perdre leur coloc qu'ils ne vont pas bouger, même l'été, ils restent là, ils gardent leur coloc et ils vont être là pendant leurs 4 ans d'études. Et au contraire, on va avoir un jeune actif qui va prendre une coloc pendant 6 mois, 1 an pour tester la ville, pour découvrir la ville, le temps de voir où il veut s'installer parce qu'il ne connaît pas forcément. Donc, il n'y a pas de profil type. En fait, ça dépend. Pas de moyenne. Non, il n'y a pas de moyenne. Ce n'est pas plus les étudiants qui restent plus longtemps que les jeunes actifs. Ça, c'est très variable.
On nous demande aussi le minimum de taux d'occupation. Là, Là, alors là, avec le confinement, c'est vrai qu'on on a un taux d'occupation national à 75%, qui est lié au fait qu'il y a des villes, quand même, parce que vous l'avez vu, il y a des très grandes villes comme Paris ou comme Lyon, où là, il ne s'est rien passé parce on a énormément de jeunes actifs et que c'est des marchés tendus. Après, on a des villes un peu plus petites où on a beaucoup plus d'étudiants finalement. Et dans ce cas-là, oui, on a un peu souffert. Alors, en fait, depuis le début de l'année, sur 2020, on n'a pas du tout été impacté. Je pense que tout le monde y croyait encore en France. On n'a pas cru qu'on allait être confiné si longtemps. Donc, jusqu'à la fin de l'année 2020, tout le monde est resté. Mais c'est vraiment depuis janvier, en fait. Donc, c'est depuis janvier que le taux d'occupation a un peu baissé. Mais ce qui en soi est lié, encore une fois, à cette crise du Covid et au confinement, et qui va se rétablir dès qu'on aura rouvert Alors déjà, c'est bête, mais dès qu'on aura réouvert les terrasses et les hôtels et les restaurants, on aura aussi les saisonniers. Les saisonniers qui sont là en moyenne 6 mois par an et qui font aussi partie de nos colocataires et qu'on n'avait pas. Donc eux, ça y est, ils arrivent, là, ils reviennent, on a à nouveau des demandes. Et puis dès septembre, les étudiants, les écoles, les facs qui vont réouvrir. alors, on nous demande aussi si vous êtes présent dans la banlieue parisienne. Tout à fait. Toutes Les les banlieues où la demande de colocation est importante, grande couronne ou petite couronne. Enfin, voilà, on nous pose pas mal de questions en termes de géolocalisation. Ouais, ben pour ceux qui connaissent, donc évidemment, on a des projets Paris Intramuros, mais vous connaissez aussi les prix de Paris Intramuros. Donc, c'est vrai que pas tout le monde a forcément l'envie ou les moyens d'investir dans le centre-ville de Paris. Par contre, effectivement, on est présent sur toute l'île de France. Alors, on va notamment travailler sur des villes comme Cergy, parce que sur Cergy, il y a beaucoup de sièges d'entreprise, il y a beaucoup de campus. On va aller dans les Yvelines à Jouy-en-Josas, parce qu'il y a le campus d'HEC. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, Jouy-en-Josas, mais effectivement, on a le campus d'HEC qui est là-bas et c'est assez compliqué de se loger dans la commune parce que c'est une petite commune. Et après, on va aller dans toutes les villes qui sont intéressantes en Île-de-France. Là, dernièrement, on avait un projet à Meudon. On a des projets, bon après oui, en première couronne évidemment, toutes ces villes qui ont bien bougé, comme Montreuil, comme Pantin, comme Clichy, comme Saint-Ouen, tout ça, ça se fait. Et puis après, c'est vrai qu'on a aussi tendance avec colocataires à travailler à la commande. C'est-à-dire si on a éventuellement un client qui est d'une ville d'Île-de-France et qui nous dit bah, moi j'aimerais bien investir dans cette ville parce que je connais et j'ai fait mes études là-bas et je sais à quel point c'est dur de se loger, et ben on va demander à notre chasseur d'aller lui chercher un projet. Alors, sous réserve qu'on soit d'accord et qu'on trouve qu'il y ait du potentiel, hein, mais en l'occurrence en Île-de-France, on n'a jamais trop de problèmes. Aujourd'hui, comment ça se passe? On est en Angleterre et voilà, on est intéressé, on prend contact avec vous et on fait ça par vidéo dans un premier temps, en attendant de pouvoir se déplacer. Comment vous gérez les relations avec les expatriés, justement, à l'étranger, qui souhaitent investir et, Stéphane, je vais peut-être te laisser répondre sur cette partie-là. Oui, voilà, nous, on travaille qu'en B2B, donc on travaille essentiellement en B2B. Donc, c'est vrai qu'on a, en général, ça se passe. Il y a des premiers rendez-vous. Je te laisse prendre la main, Stéphane, mais qui est fait avec. Oui, tout ce que j'appelle la découverte en amont, la définition du projet. Enfin voilà, on le fait aux côtés de nos clients ou en proximité ou en présentiel quand on peut encore le faire. Oui. On a l'habitude aussi en lien avec nos sièges, que ce soit à Lyon, à Paris ou en France. Donc nos clients généralement se déplacent rarement. Il y a le sujet parfois de la signature de l'acte notarié, mais là aussi on essaye de travailler le plus possible à distance. Donc encore une fois, voilà, nos clients, même si Londres n'est pas très loin, les États-Unis le sont davantage, sans parler de la période Covid. Donc on travaille à distance sans problème. C'est vraiment là aussi, Olivia, enfin, on a fait beaucoup de projets ensemble. Il y a cette notion un peu de sur-mesure. Il n'y a pas forcément un catalogue prêt comme ça d'appartements. Et souvent, les clients partent sur un projet. Je vois il y a des questions aussi. Je fais le lien sur la notion de grande surface. Est-ce que la rentabilité est meilleure sur une grande surface que sur des surfaces moyennes? Il y a deux choses. Il y a déjà, effectivement, si j'ai plus d'espace avec un prix d'acquisition moindre, j'aurais envie de dire intuitivement, la rentabilité peut être meilleure sur une grande surface. Oui. Après, c'est là où je vais acheter. Tu l'as dit, Olivia, si j'achète dans le centre-ville d'une ville où le foncier est cher, eh bien, ma rentabilité, même si j'ai 10 chambres, forcément, elle va être diminuée. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder en amont. Tu l'as dit, Olivia, pendant la présentation, mais c'est vraiment important. Puis, on a des clients qui, finalement, au début, voulaient une rentabilité à tout prix de 5-6 et finalement peuvent abandonner un peu de rentabilité
Enfin, même aujourd'hui, être entre 3,5 et 4,5 de rentabilité, avec du risque, hein, on l'a dit, Net, hein. ça, oui, mais bon, voilà, ça a du sens. Et c'est là où on travaille vraiment, plutôt que d'avoir des produits en catalogue. Bien sûr, Colocataire a une présence de longue date dans de nombreuses villes. Là aussi, donc c'est pas juste la superficie qui va jouer sur la rentabilité, mais c'est aussi et avant tout le besoin. Et on voit des clients qui décident, même pour eux, notamment dans une région que tu connais bien, Olivia, PACA, de dire finalement, garder une chambre pour nous, ça va être moins rentable. Alors, s'ils ont des enfants qui étudient, a fortiori. Donc, c'est assez intéressant hein, dans l'évolution du projet. Mais bien sûr, on va quand même aussi, avant tout, si on va chercher de la colocation, je veux chercher une rentabilité meilleure que celle que j'ai en louant un bien seul, que ce soit dans une grande ville ou en fortiori à Paris. Ce n'est pas la rentabilité que je vais chercher si j'achète dans le centre de Paris. Donc, c'est là où on a vraiment besoin de travailler en amont. Audrey, je ne sais pas si tu voulais apporter pardon, je ne sais pas si tu voulais intervenir. Non, mais en fait, c'est ce qu'on dit, c'est que si vous avez un intérêt pour ce qu'on vous a présenté, donc vous pouvez très bien faire passer vos coordonnées par Julie qui nous les transmettra pour qu'on voit quelle agence sera plus susceptible de vous accompagner. L'idée, c'est vraiment de qualifier votre besoin, c'est-à-dire que comme on va mettre le curseur exactement là où on veut, et bien, en fonction de votre capacité d'emprunt, votre capacité de trésorerie, on va qualifier un projet et après, on va aller dédier finalement cette recherche de projet au groupe colocataire. Et notre travail, ça va être vraiment de bien qualifier avec vous vos besoins, vos envies par rapport à ce qu'on disait en préambule, c'est nous, on vous accompagne en fonction de vos objectifs et en fonction de vos situations personnelles. Et donc, c'est là que notre savoir-faire va se jouer. Et puis après, on vous accompagnera aussi pour tout ce qui est déclaration par rapport aux biens dont vous allez disposer, ce qui est aussi une part importante quand on investit en location meublée, de pouvoir s'appuyer sur des personnes compétentes pour justement aller chercher l'optimisation des amortissements, l'optimisation des charges. Je vois qu'il y a de nombreuses questions auxquelles on ne répond pas. Pardon, Julie, je vous laisse y aller. Allez-y, Stéphane. Je pense que vous avez repéré une question qui vous paraît. Je remonte, en fait. Je vois qu'il y en a une dernière, mais il y en a énormément. On reviendra, mais je pense qu'on répondra soit sous forme d'un Q&A ou on le fera passer. Par exemple, est-ce qu'on peut assurer de la gestion locative sur un étudiant pendant 9 mois et basculer pendant 3 mois en saisonnier? Il y a aussi des questions sur la garantie des loyers. C'est une très bonne question et c'est vrai qu'on l'a régulièrement et je pense que ça vaut le coup de s'attarder dessus. On l'a surtout beaucoup en PACA, notamment. On l'a peut-être un peu moins à Amiens, pour le coup. Mais oui, effectivement, il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de faire un bail étudiant ou un bail mobilité de 9 mois de septembre à juin et après de passer en Airbnb ou peu importe, en saisonnier l'été pour booster encore plus les rendements. Par contre, nous, effectivement, ce n'est pas ce qu'on fait chez Colocataire, mais comme il n'y a aucune obligation de passer par colocataire pour la gestion, ça pourrait très bien s'envisager qu'un client fasse ce genre de montage, sans aucun souci. C'est juste que nous, colocataire, on ne le fera pas parce que justement, on va se positionner sur de la colocation haut de gamme, on va aller chercher des colocataires qui n'ont pas forcément envie qu'on les mette dehors l'été. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au mois de juin, là, ça y est, on commence à les récupérer. On récupère, nous, surtout en PACA, surtout sur Cannes, Antibes, Nice, on récupère tous les jeunes qui viennent de se faire mettre dehors de leur appartement pour laisser la place aux saisonniers. Et du coup, nous, on les récupère, sauf qu'après, ils ne repartent pas. Ils restent chez nous. Donc, pour nous, justement, c'est une façon, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de vacances l'été. C'est parce que les étudiants aujourd'hui, ou les jeunes qui veulent vivre en coloc, ils ont plutôt le problème inverse. C'est qu'on a plutôt tendance à les mettre dehors l'été et ça leur pose un peu problème, très clairement. Donc, nous, on ne fait pas, mais en tout cas, on pourrait monter un projet pour un client qui veut le faire tout seul. Je vois dans les dernières questions, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, donc sur une grande surface, peut-on acheter à deux? Alors en soi, juridiquement, on peut acheter à deux avec quelqu'un avec qui on n'est pas ou marié ou autre. Après, il faut réfléchir aux conséquences, il faut réfléchir à la revente, il faut réfléchir à tous ces aspects. Donc ce n'est pas tant la partie technique, si j'ose dire, mais là on vient dans le conseil patrimonial, on achète un bien immobilier, voilà, on s'engage, c'est un investissement dans la durée qui a tout son sens, comme on l'a dit. Donc il y a cette possibilité, mais il faut bien réfléchir toujours aux conséquences. Je vois une autre question, mais je ne sais pas si Audrey, tu veux y répondre sur les avantages inconvénients pour investir dans ce genre de projet via une SCI en tant que non-résident. Ah pardon, je crois que c'était SCPI, mais on peut aussi aller sur ce sujet-là. En tant que non-résident et s'il y a un retour en France plus tard. Alors, je ne sais pas derrière cette question s'il y a une notion de fiscalité, mais Audrey, je ne sais pas si… Chaque fiscalité est différente. Ce qu'on peut retenir, parce que j'ai eu pas mal de questions passées à ce sujet. Ce qu'on
faut retenir, c'est que même si vous êtes client expatrié, à partir du moment où votre bien est en France, les loyers que vous allez percevoir sont des loyers qui vont être imposés en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le mécanisme qu'on vous explique d'aller chercher justement l'intérêt de déduire vos intérêts d'emprunt, de déduire vos charges, c'est bien pour justement minorer ces revenus, ces loyers qui vont être imposés, donc du coup, sur des impôts français. Ensuite, par rapport à la probable retour en France, oui, c'est tout à fait. Enfin, il y a des subtilités sur la détention de la location meublée dans des personnes morales. Donc, je pense que là, c'est vraiment une étude fine qu'il faut faire en fonction de la société qui est envisagée et puis aussi en fonction de savoir sous quel délai il y a un retour en France envisagé, quel serait le mode de détention au départ au sein de SCI. Enfin, voilà, il y a un peu de travail d'ingénierie à faire, mais on peut tout à fait vous accompagner dans cette réponse-là. Ouais. Mais attention, très souvent, nos clients commencent par le fiscal, les impôts, pourquoi pas. Après, regardent des produits, parce qu'ils ont un ami, un frère, un parent ou autre, donc ils font comme... et ils oublient un petit détail, c'est eux, et ils oublient le projet. Donc j'insiste dessus, la personne morale, la société civile ou autre, on a l'habitude chez Cristal, mais parfois même nos clients viennent nous voir avec une consultation fiscale qui est fiscalement juste, mais qui n'est pas pertinente dans leur situation. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est l'avantage d'un gérant de patrimoine. Nous, on travaille avec les fiscalistes de nos clients quand ils en ont un. Nous avons nos propres équipes en interne, mais ce n'est pas ça qui va nous driver en premier. Donc là, aujourd'hui, notre sujet, c'est de l'investissement locatif immobilier, qui a déjà été présenté de nombreuses façons, via un système de la colocation, donc via le régime meublé, qu'il soit professionnel ou pas. La fiscalité est un aspect très intéressant, mais avant la fiscalité d'un projet d'investissement colocation, moi, je pense rente, je pense revenu. Donc, ce sont des clients qui ont besoin de se constituer des revenus, ou prochains, ou à terme. Donc, ça s'inscrit dans une stratégie globale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut le mettre à côté d'investissements en immobilier commercial, SCPI ou autre. Voilà, mais j'insiste sur votre projet, quel est le but. Et donc, il faut bien l'inscrire. Et après, la personne morale, la fiscalité, bien sûr, va être regardée. C'est un point important. Je vois qu'il y a aussi une question, mais je crois qu'on déborde. Mais est-ce qu'on on va en faire une dernière quand même, oui. Stéphane, parce qu'il y en a tellement, on va en faire Voilà, quand même une dernière. Voilà. Est-ce que colocataire, est-ce que vous prenez la gestion locative pour un appartement qui est déjà acheté, prêt à être mis en location, mais je comprends, pas fait avec colocataire? Alors, il y a un distinguo. C'est-à-dire qu'on nous, on n'a aucun souci à travailler sur un appartement déjà existant. Ça a été le cas dernièrement. On a eu un client qui avait hérité d'un appartement dans le centre de Lyon. Et cet appartement, il était dans son jus. Donc, les locataires se plaignaient. Il y avait des fuites, il y avait des trucs. Ils savaient qu'ils avaient besoin de mettre un coup de frais. Du coup, ils ne le louaient pas très cher. En plus, ils le louaient en location nue, donc avec une fiscalité qui était confiscatoire. Et ils se sont posé la question. En fait, ils sont venus nous voir pour nous demander de leur monter un projet. Puis de fil en aiguille, en discutant avec leurs conseillers en gestion de patrimoine, on s'est rendu compte qu'ils avaient cet appartement pas optimisé du tout. Et dans ce cas-là, on est parti de leur appartement à eux, qu'ils détenaient déjà. Par contre, on a fait nos travaux à nous, on a remis aux normes, on a refait l'appartement aux normes colocataires. Et dans ce cas-là, on s'est occupé de la gestion. Par contre, c'est vrai qu'on a régulièrement des appels qui nous disent « Moi, j'ai un appartement, il n'y a pas de travaux à faire, il est prêt, il est meublé, il est décoré, tout est bon. Est-ce que vous pouvez le louer ?» Non. Ça, on ne fait pas parce que nous, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux auprès des jeunes et on s'est fait une image de qualité et de ce qu'on fait par rapport aux jeunes puisque notre cible de communication, c'est les colocataires plus que les investisseurs puisqu'on travaille en B2B. Et en tout cas, on a besoin de conserver cette image. C'est pour ça qu'on ne prend pas d'autres biens en location que les projets qu'on a créés nous, pour garder ce cahier des charges strict et le respecter. Et surtout aussi, de plus en plus, on a des conciergeries qui sont à l'étranger, notamment, on l'a eu dernièrement là sur Hong Kong, des conciergeries qui s'occupent pour les étudiants étrangers qui veulent venir étudier en France, ou des sociétés comme Living France aussi, et qui s'occupent de tout pour eux, de leur trouver un appart, d'ouvrir un compte en banque, de les assurer, de peu importe. Et nous, on met des partenariats en place avec ces sociétés. Et eux, l'avantage, c'est conciergerie, ils savent que quelle que soit la ville de France où partent leurs étudiants, parce qu'en général, c'est des gros clients, c'est des familles aisées, c'est des choses comme ça, ils sont demandeurs, ils savent qu'ils auront le même niveau de qualité. Et ils ne s'inquiètent pas de savoir s'ils vont tomber sur un truc fait de briques et de broc ou sur un bel appartement, c'est tous les mêmes. Et ça, c'est important.
Je veux une question sur l'IFI, Julie, mais bon, On a énormément de voilà, questions, mais c'est du patrimoine immobilier, mais vous l'avez compris, on met de la dette, hein, alors voilà, avec un apport, donc il faut raisonner en actif net. Donc voilà, si le bien est acheté à crédit, vous achetez 500 000 euros, s'il y a 450 000 euros de crédit, bien, vous aurez ce différentiel. Donc là, bien sûr, c'est très optimisé. Et après, à voir aussi dans la durée, après dans quel régime on peut basculer. Donc là aussi, on est sur vraiment notre travail en amont de gestion de patrimoine par rapport à un patrimoine existant et l'optimisation fiscale, que ce soit par rapport à l'investissement en colocation sur l'IFI, va être regardée. Puis je vois une dernière question sur des ouvertures d'agences ailleurs en Europe. Alors je pense en que c'est Europe, plus dans pour l'avenir, toi, oui. Olivia, parce que Cristal est déjà un peu à l'international, mais est-ce que c'est un concept, ce que je comprends dans la question, qui pourrait avoir du sens dans d'autres villes d'Europe? Oui, bien sûr, c'est des choses qui pourraient avoir du sens. Alors après, c'est vrai qu'on se développe déjà bien en France. Là, on est en train on s'implanter vraiment bien en France, mais effectivement, c'est des choses dans l'avenir qui pourraient être envisageables parce que ça aurait du sens, effectivement. Mais c'est pas le cas pour l'instant. On a pas mal de questions de résidents, en tout cas aux États-Unis et au Royaume-Uni, puisque bon, French Morning est le média des Français francophones des États-Unis, Royaume-Uni et Canada. Donc, on vous invite à contacter nos speakers aujourd'hui présents, donc Olivier, Audrey et Stéphane. On ne manquera pas de mettre en ligne ce replay sur nos supports de communication. Surtout, voilà, contactez-les par téléphone, par email. On va faire passer le webinaire, le replay au maximum. Donc surtout, prenez contact avec eux. Comme vous l'avez compris, on est sur du sur-mesure. Donc, ils s'occuperont de votre projet. Et on vous remercie tous. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions qui ont été nombreuses et qui suscitent beaucoup d'intérêt. Et ce n'est pas encore fini. Je pense que vous en allez avoir beaucoup de questions à Merci à venir. tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous et à très vite.